Bonjour, je suis Claire Gagnère et dans ce podcast, nous allons parler d'écoles alternatives, actives ou encore holistiques. Autant de noms nouveaux qui font appel à un mode d'éducation, on l'a compris, différent de l'école traditionnelle ou classique, comme nous l'avons pour la majorité d'entre nous connue. Là, en tout cas, on peut bien dire que c'est une école spéciale. Dans mon parcours de maman de 3 enfants et de femme d'entreprise, il me semble important d'agir pour demain. C'est pourquoi j'ai fondé l'école Olysée à Saint-Germain-en-Laye. Une école, vous l'aurez compris, alternative, ouverte à tous, mêlant maternelle et primaire. Moi, j'apprends à vivre avec d'autres personnes, à être avec des enfants et être avec les plus petits. Pour y voir plus clair et mieux comprendre ce mode d'éducation, chaque mois, j'invite à ce micro des experts avec qui nous aborderons des sujets de fond pour mieux comprendre cette nouvelle approche de l'apprentissage qui font de plus en plus d'adeptes. Bienvenue dans le podcast Olysée, une école pour la vie. Bonjour à tous. Qui ne s'interroge pas aujourd'hui sur les meilleures manières d'apprendre ? Depuis les années 1990, les neurosciences cognitives et la compréhension du cerveau connaissent une expansion considérable et éclairent les processus d'apprentissage. On pourrait dire que les écoles alternatives sont des laboratoires vivants et des sources de renouvellement pour les pratiques pédagogiques. Ces pédagogies actives et innovantes s'appuient sur les nouvelles connaissances acquises par les scientifiques sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Nous connaissons aujourd'hui la plasticité impressionnante du cerveau de l'enfant et c'est pour cette raison que les neurosciences et l'éducation devraient travailler main dans la main. Mais le passage du labo à l'école n'est pas évident. Alors justement, comment rapprocher les chercheurs et les enseignants pour expérimenter et innover ensemble et changer l'école avec les sciences cognitives? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités à ma table. Pascal Hague. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes psychologue et maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes à l'initiative de la création du Lab School Network et vous avez d'ailleurs fondé la première Lab School à Paris en 2017, élémentaire et collège. Alice Latimier. Bonjour Alice. Donc vous êtes docteur en sciences cognitives et vous êtes actuellement chargée de la formation continue à l'Université de Paris et consultante auprès de jeunes entreprises de la EdTech française. Et notre 3e invité, Jean-Luc Berthier. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Donc vous êtes spécialiste des sciences cognitives de l'apprentissage, proviseur honoraire et ancien responsable de formation à l'Institut des hautes études en éducation et en formation. Alors Pascal, je m'adresse à vous. Donc vous êtes à l'initiative de la création du Lab School Network qui propose de mettre la recherche au service de la réussite éducative et de favoriser les échanges entre l'ensemble des acteurs de l'écosystème éducatif, enseignants, chercheurs, parents, élèves, entreprises et pouvoirs publics. Vous avez baigné depuis votre enfance dans la pédagogie freinée, car vos parents se sont intéressés aux pédagogies alternatives et à leur mise en œuvre dans les quartiers sensibles dans la banlieue de Strasbourg, dans les années 70. Et vous assurez aujourd'hui la direction scientifique de la Lab School Paris. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une Lab School ? Comme vous l'avez dit, le passage entre le laboratoire et l'école n'est pas toujours évident. Et c'est une question qui n'est pas nouvelle, puisque déjà au 19e siècle, aux États-Unis, un psychologue et philosophe qui s'appelle John Dewey s'est posé la même question et a créé la première école adossée à une équipe de recherche, à un laboratoire, dans l'idée de faire un peu comme dans un CHU, d'avoir un espace dans lequel on puisse observer, tester des innovations pédagogiques, essayer de répondre au mieux aux besoins des élèves en matière d'éducation et tout cela sous le regard des chercheurs, mais dans un espace où ça peut se faire directement dans l'école. Donc une Lab School, c'est une école qui est à la fois une école avec des enfants, mais aussi un lieu de recherche et un lieu de formation, un peu comme les INSPE aujourd'hui, mais les INSPE en France, donc les Instituts nationaux de formation au métier de l'éducation, ne sont pas forcément liés directement avec des écoles. Donc c'est la différence, c'est qu'il y a ce lien intrinsèque entre recherche, formation et éducation. Alors,
quelles sont les innovations pédagogiques qui sont utilisées par les enseignants dans votre école ? Alors, dans notre école, on essaye d'avoir un regard qui est à la fois ouvert et critique aussi sur les innovations. On a tout un discours aujourd'hui sur l'innovation. Il faudrait pouvoir laisser les enfants finalement libres d'apprendre comme ils veulent. Et on se rend compte aussi avec notamment les recherches en sciences cognitives ou dans les sciences de l'éducation que c'est parfois un peu contre-intuitif. On a certes besoin de permettre aux enfants de devenir acteurs de leurs apprentissages, mais on a aussi besoin parfois de les accompagner dans les apprentissages pour ne pas occasionner, je pense que Jean-Luc et Alice en reparleront, ce qu'on appelle une charge cognitive trop lourde. C'est-à-dire si l'enfant doit tout réinventer, reconstruire les savoirs un à un de sa propre initiative, ça va être trop lourd cognitivement et surtout on risque vous avez parlé de mes parents qui ont travaillé dans les quartiers sensibles, on risque aussi d'augmenter les inégalités scolaires parce que des enfants de milieux parfois plus modestes et qui n'ont pas eu tous les codes ou qui n'ont pas été accompagnés dans toutes sortes d'apprentissage, d'exposition ou d'autres activités par leur famille, ont parfois plus besoin que d'autres de ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement explicite. Voilà, c'est une réponse un petit peu longue pour introduire ça, mais dans les innovations auxquelles on recourt, c'est plutôt de trouver cette complémentarité entre l'enseignement explicite dont on sait qu'il est efficace, et à l'heure où on sait que la France est quand même très très mal classée à peu près dans tous les classements internationaux, que ce soit les mathématiques, la lecture, les langues étrangères, on a vraiment besoin d'améliorer les apprentissages, de les rendre plus efficaces. Donc de trouver cet équilibre entre un enseignement efficace qui est donc un enseignement explicite et un enseignement qui peut être motivant aussi, qui donne du sens aux apprentissages. Donc on trouve l'équilibre entre la pédagogie de projet, où les enfants peuvent mettre en application des choses qu'ils ont apprises par ailleurs, donc ça donne du sens aux apprentissages, partir de leurs propositions, de leurs initiatives, beaucoup de cours dialogués, des apprentissages coopératifs, mais il y a toute une part d'apprentissage qui reste assez proche finalement de l'enseignement traditionnel. Oui. Et peut-être ce qu'on peut dire qui est central pour nous, parce qu'on sait aussi que c'est l'ingrédient principal de l'efficacité de la transmission des savoirs, c'est la relation pédagogique. Donc c'est les interactions entre les enseignants et les élèves, avec 3 dimensions qui sont le soutien aux émotions, le soutien aux apprentissages et aussi l'organisation de la classe pour que l'enfant sache vraiment ce qui est attendu et dans quelle mesure il peut être accompagné et demander du soutien. Donc justement, on a parlé là d'apprentissage. Donc dans les écoles alternatives, est-ce que on est plus favorable en fait à ces modèles d'apprentissage? Est-ce que c'est plus facile dans les écoles alternatives finalement? Les écoles alternatives, il y en a différents modèles et qui vont de toute une palette des apprentissages complètement autonomes dans des écoles qu'on appelle les écoles démocratiques, donc fondées sur le modèle de Sudbury, jusqu'à des écoles très structurées. Montessori, c'est extrêmement structuré. Donc c'est difficile de parler d'écoles alternatives. Mon collègue Sylvain Wagnon parle de nébuleuse des écoles alternatives. Donc je pense que c'est difficile de généraliser. Donc je peux vous parler de ce qu'on essaye de faire nous, et j'ai oublié la question. C'était sur le modèle d'apprentissage des écoles alternatives. Voilà, c'était pour parler comment fonctionne comment ça peut fonctionner. Chez nous, le matin, on est vraiment sur les apprentissages fondamentaux et en se fondant sur des travaux comme par exemple, quand on parle d'innovation, on pense souvent aux outils numériques. Bon, les outils numériques, les travaux de notre collègue, par exemple André Tricot, montrent que à certains égards, ça peut être efficace lorsqu'il s'agit de réactiver des apprentissages, mais en premier apprentissage, aborder des notions nouvelles, le mieux c'est quand même de faire ça de manière assez classique avec, dans la pédagogie explicite, une présentation de la connaissance, un travail guidé qui peut être en apprentissage collaboratif ou avec, puis ensuite une pratique autonome. Donc c'est quelque chose de très progressif. Et l'après-midi, on est plus sur des projets qui peuvent être transversaux. Et pour vous en donner un exemple, cette année, on a fait le tour du monde à travers un continent par période, et tous les apprentissages artistiques, la musique, les arts plastiques étaient centrés sur une période. Et on a travaillé aussi, par exemple, sur l'engagement et la chanson engagée, donc la contestation sociale. Donc ça a associé aussi l'éducation morale et civique à travers chaque pays. C'est passionnant. Hein. Et alors, j'ai vu que vous avez écrit un article « Bien-être et motivation à l'école, 2 ingrédients de l'adaptation scolaire ». Alors, quelle est l'influence de ces motivations et des émotions sur l'apprentissage des jeunes, justement ?
On travaille beaucoup avec des chercheurs qui travaillent sur les émotions et notamment sur la fonction des émotions, donc aussi bien en matière de prise de décision que d'apprentissage. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est celui qu'on appelle l'activation du stéréotype social. Si vous faites exactement la même tâche, vous prenez deux groupes d'élèves avec les mêmes caractéristiques, même âge, même caractéristiques sociales, etc. Un groupe vous dit, on va faire un jeu pour voir s'ils sont adaptés aux enfants de votre âge. Les enfants vont faire le jeu et puis obtenir certains résultats. Vous faites exactement la même tâche, mais vous expliquez aux enfants, alors c'est un examen, et c'est pour voir où en est votre niveau. Et là, vous allez activer des stéréotypes, le stéréotype social, le stéréotype de genre, et si, pour peu que la tâche soit mathématique, les filles et les enfants de milieux plus modestes vont obtenir des résultats moins intéressants, moins performants, je veux dire, parce qu'ils auront eu peur. Et cette peur, ça occasionne aussi la charge mentale dont je parlais tout à l'heure, toute l'énergie, toute l'activation neuronale qui est dévolue à avoir peur, à se dire je vais pas y arriver, c'est pas possible, hein, n'est pas dévolue à la tâche. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, les émotions par rapport aux apprentissages. Les émotions positives aussi. Si l'enfant est dans le plaisir de la découverte, dans la curiosité et dans la confiance parce qu'il sait qu'il peut aller demander de l'aide à un camarade ou à ses enseignants, il apprendra mieux que s'il est contraint et s'il a peur de ne pas réussir, évidemment. Oui. Il sera moins stressé. Donc voilà pour le rôle des émotions. Et pour la motivation, je travaille beaucoup avec une théorie qu'on appelle la théorie de l'autodétermination qui reconnaît 3 besoins fondamentaux. Et ces 3 besoins fondamentaux, pour les enseignants, ça peut être une grille de lecture assez intéressante pour les parents aussi. C'est le besoin d'autonomie. Alors, l'autonomie, ça ne veut pas dire on fait ce qu'on veut quand on veut, mais ça veut dire d'avoir une certaine latitude décisionnelle qui permet de contribuer, par exemple, là en pédagogie freinée ou en pédagogie du 3e type, un plan de travail. On a un travail à faire, mais on peut décider si on commence par les mathématiques ou par le français ou par les sciences. Donc, ils ont cette possibilité de contribuer à la prise de décision. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sentiment de compétence. Donc, c'est d'être au plus près du niveau de l'enfant en ayant juste une petite marche à franchir pour un apprentissage et non pas une marche qui corresponde pour les enfants à un étage entier. Et puis, le troisième, c'est le sentiment d'appartenance sociale et donc le sentiment d'appartenance au groupe, donc en favorisant aussi des apprentissages collaboratifs et surtout non compétitifs. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu également dans notre premier podcast sur l'éducation alternative, cette notion de compétition qu'on souhaite en fait faire un peu disparaître dans les écoles alternatives pour justement privilégier toute cette partie motivation et émotion. Merci beaucoup Pascal. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Alice. Donc Alice, vous êtes docteure en sciences cognitives et vous vous intéressez à l'apport des sciences de l'apprentissage pour offrir un éclairage sur les pédagogies efficaces pour transmettre de nouvelles connaissances, notamment par le levier du numérique. Vos travaux de recherche s'inscrivent dans le désir de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie par l'innovation pédagogique et dans une démarche fondée sur des preuves. Vous êtes aussi impliqué dans des projets associatifs pour valoriser et médiatiser les connaissances en sciences cognitives avec les Saventuriers. Et vous êtes également consultante auprès de jeunes entreprises de la EdTech française pour les accompagner dans la construction de leur outil d'apprentissage. Donc, depuis de nombreuses années, vous collaborez avec les Saventuriers, notamment en tant que mentor sur la thématique du cerveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les Saventuriers et quel est votre rôle ? Alors, déjà, merci beaucoup de me donner la parole sur cette thématique passionnante et je pense que sur de nombreux aspects, je vais rejoindre ce que Pascal a développé. Alors, évidemment, les meilleures personnes pour parler des Saventuriers, ce sont les créateurs eux-mêmes, donc à savoir Ange Ansour et François Tadei. Donc c'est un projet éducatif, un programme même éducatif tel qu'il est présenté, qui est au sein du CRI, au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Et donc l'objectif principal, c'est de réunir la communauté éducative et la communauté de la recherche académique, leur ligne de conduite ou leur philosophie. Moi, je préfère l'appeler comme ça, c'est l'éducation par la recherche. Et donc le but, c'est de faire une acculturation de la communauté éducative, de la communauté enseignante principalement, à l'aide de la communauté de la recherche académique pour infuser dans la pédagogie et dans l'apprentissage lui-même le raisonnement scientifique
Donc ça peut être tout simplement, par exemple, le raisonnement hypothético-déductif qui est assez difficile à développer chez les enfants. Alors, il faut nous expliquer ce que c'est. Le raisonnement hypothético-déductif, c'est marrant, quand j'étais au collège, j'ai eu une professeure de SVT que j'adorais, que j'ai eue pendant tout mon collège. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est terriblement ancré. Cette méthode, c'était observer, interpréter, conclure. Et grosso modo, c'est ça. Donc, j'observe des données, j'observe des images, j'observe de l'information, je la décrypte, et puis j'essaie d'interpréter ce que ça peut bien vouloir dire. Et du coup, je vais en déduire une conclusion, un fait, plus ou moins avéré, mais en tout cas, essayer d'en tirer une connaissance. Et je trouve que c'est un raisonnement qui peut servir dans tous les domaines de la vie. Déjà, ça va avoir pour intérêt de développer l'esprit critique. C'est très intéressant de voir quand on propose justement ce type d'exercice à 2 enfants, de voir à quel point, même si le cheminement est le même, ils vont peut-être pas aboutir exactement à une même conclusion, puisqu'ils ne vont pas s'emparer des observables de la même manière. Ça les pousse à émettre des hypothèses et à tester des hypothèses. Donc au Saventurier, c'est vraiment la logique. J'essaie de savoir ce qu'on connaît déjà sur un domaine, par exemple sur la mémorisation. Qu'est-ce qu'on sait déjà ? En termes de mécanismes. Et puis, j'ai envie d'émettre des hypothèses sur est-ce qu'on retient mieux des images que des mots qu'on entend à l'oral. Ça peut être, par exemple, une question que des enfants dans les projets Saventuriers du cerveau peuvent se poser. Et tous ensemble, avec l'enseignant et avec un mentor scientifique, ils vont chercher à créer un vrai protocole de recherche pour répondre à cette question. Donc il y a des itérations, il y a des retours, on émet des hypothèses, on essaie de les tester. Peut-être que ça ne va pas du tout mener à ce dont on s'attend, c'est exactement ce qui se passe en laboratoire. Ouais. C'est un peu un mini-laboratoire finalement. Et puis, le but, c'est que le mentor n'est pas une encyclopédie sur pattes. C'est pas je le consulte parce que je n'ai pas les connaissances et nous, on délivre tout ce qu'on sait aux enfants et à l'enseignant. On est vraiment là pour les accompagner avec ces démarches scientifiques. On est là aussi pour découvrir de nouvelles choses avec eux, puisque les enseignants sont très libres de déterminer le périmètre de leur protocole et de leurs questions. Et parfois, en tant que mentor, on ne connaît pas forcément la réponse. Mais le but, c'est vraiment être... c'est du mentoring, donc forcément, c'est du chapeautage. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les enseignants m'envoient, par exemple, des vidéos de leur classe qui se posent tout un tas de questions, et puis je leur renvoie une vidéo, et ainsi de suite. On communique comme ça. La finalité, c'est qu'ils peuvent participer à un congrès qui s'appelle le Congrès des jeunes chercheurs, où tout le réseau Saventurier se réunit et vient présenter ses projets. C'est en primaire, collège et lycée. Donc c'est ça aussi qui est vraiment très intéressant. Et pour avoir participé à ces congrès, on se rend compte que des enfants qui ne se seraient peut-être pas pris au jeu dans notre contexte, en fait, foncent droit devant. Ça permet, je pense, d'acculturer des écoles, des établissements qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir cette acculturation scientifique. Donc, quand on parle de sciences cognitives, en quoi les sciences cognitives peuvent offrir des leviers pour la réussite des élèves ? Alors, donc, on pourrait passer des heures pour répondre à cette question. Vous avez 2 parce minutes. Que la littérature, déjà, est extrêmement riche, extrêmement dense. Quand j'ai commencé ma thèse en 2016 avec Franck Ramu, c'était un peu un crash test pour lui parce qu'il avait une vraie expertise plutôt dans les troubles de l'apprentissage, la dyslexie, l'acquisition de la lecture. Et quand j'ai commencé ma thèse avec lui, c'était... on a commencé ensemble, en fait, sur cette thématique-là. Et quand on commence à regarder la littérature, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus importante qu'on ne le soupçonne. C'est juste que la manière dont elle est valorisée, mise en valeur et partagée auprès de la communauté enseignante est malheureusement trop faible. Alors, je vous rassure, depuis 2016, on commence, notamment avec les initiatives de Jean-Luc Berthier, par exemple. Heureusement, on commence enfin à voir fleurir toutes ces connaissances et les enseignants commencent à s'en emparer.
Mais donc, moi, j'aime bien le terme de science de l'apprentissage que j'ai littéralement piqué aux anglo-saxons, Science of Learning, qui est vraiment une discipline à part entière. Et je pense que ce serait vraiment bien qu'on ait la même chose en France. L'objectif, c'est de se dire quel est le siège de l'apprentissage, le cerveau. Peut-être a-t-il été ignoré pendant de nombreuses années dans l'éducation telle qu'elle a été pensée jusqu'à présent. C'est pas de prendre les connaissances issues de laboratoire et les parachuter dans une classe, parce que en fait, ça demande de nombreuses années et souvent les effets qu'on va avoir en laboratoire ne sont pas du tout de la même ampleur quand on les reteste en classe, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais l'objectif, c'est de se dire, ok, il y a suffisamment de choses que l'on sait sur le fonctionnement du cerveau. On a de plus en plus de preuves, ces fameuses preuves. Maintenant, je préfère le terme de données. Donc, on va dire éducation fondée sur des résultats, sur des données. On a de plus en plus de données qui nous disent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est par exemple grâce à des méta-analyses qui consistent à compiler plusieurs études sur un même effet et de dire voilà le poids de l'effet. Il est fort, il est moyen, il est faible. Et grâce à ça, on peut se permettre de donner des recommandations sur cette méthode-là, il faudrait vraiment la proscrire. En revanche, cette méthode-là, elle mérite vraiment d'être utilisée par les élèves puisque, globalement, de nombreuses études convergent vers le fait que ça apporte des bénéfices sur l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour que nos auditeurs Oui, bien sûr. comprennent bien Donc, une donnée ou preuve que j'ai beaucoup étudiée pendant ma thèse, c'est ce qu'on appelle l'effet de récupération en mémoire, que Jean-Luc, je pense, détaillera amplement tout à l'heure. On l'appelle aussi l'effet de test ou le testing effect en anglais. Un des premiers à s'intéresser à cet effet, c'est un chercheur qui... j'ai oublié le prénom, mais qui s'appelle Rodiger, et qui a tout simplement regarder l'apprentissage de paires de mots. Donc, c'était un mot dans une langue et sa traduction dans une autre langue. Mm-hmm. Et qui a regardé, en comparant deux groupes, un groupe qui ne faisait que relire la liste de paires de mots, X fois, et un autre groupe qui, bien sûr, découvrait la liste de paires de mots, mais ensuite, il se testait en ayant un mot sur chaque paire et devait récupérer en mémoire la traduction. D'accord. Et cette façon d'apprendre a eu des bénéfices et à court terme, c'est-à-dire quand on fait un examen immédiat, on observe déjà une différence entre les deux méthodes d'apprentissage, et plus on va sur du long terme, et plus l'écart et la fameuse taille d'effet, la fameuse grandeur de l'effet de test est importante. Alors, on a parlé tout au début, quand je vous ai présenté, du numérique. Dans l'école que nous avons créée, le numérique tient une place importante dans la pédagogie. Quelles caractéristiques des outils numériques peuvent améliorer l'apprentissage ? Alors là aussi, ça mériterait une discussion très approfondie. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est passionnant. Je pense que quand on décide de créer un outil, une plateforme d'apprentissage, ça doit être, le principal moteur, c'est la pédagogie et non pas la technologie. Oui. On peut avoir l'outil le plus sensationnel de tous les temps, mais qui est en fait une coquille vide, qui ne permet absolument pas d'apprendre. Et à l'inverse, on peut avoir aussi des outils qui, à première vue, n'ont pas l'air très sexy et vont donner très envie d'apprendre aux enfants, mais qui ont vraiment des ingrédients clés pour l'apprentissage. Et là, je vais rejoindre Pascal sur la fameuse théorie de l'autodétermination, parce qu'il est possible d'avoir ces caractéristiques de l'autonomie, de la montée en compétences et de l'appartenance à un groupe grâce à du numérique. Par exemple, sur l'autonomie, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un outil numérique qui ne guide absolument pas l'apprenant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune explicitation des objectifs. Il ne sait pas pourquoi il est là. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il y ait une explicitation de pourquoi j'utilise cet outil numérique. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va me mener vers quoi ? Donc en général, il vaut mieux le formuler sous forme de but de maîtrise. Ça va me permettre de maîtriser cette compétence que je n'avais pas, d'être capable de faire ça, je ne savais pas le faire avant, plutôt que de formuler sous forme de but de performance, à savoir ça va te permettre d'avoir telle note. Ça, je pense que voilà,
force, on commence ça commence à comment dire, à bien s'ancrer dans les mémoires. Ensuite, cette notion de choix, effectivement, je pense, est très importante dans un outil numérique. Pas avoir le choix sur tout, c'est-à-dire je ne sais pas dans quelle direction je vais, j'ai une banque d'exercices monumentale et je sais pas, comme je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je vais. Oui. Ça peut ressembler à de l'autonomie, mais en fait, c'est plutôt un élève qui est perdu sur son outil. Donc, donner un degré de liberté peut-être sur une thématique, donner 2-3 choix d'exercices type, ne pas imposer l'ordre, par exemple, ne pas imposer la régularité, mais en tout cas faire en sorte que ce soit suffisamment régulier. Ça va apporter de l'autonomie. Et l'explicitation, le guidage, le suivi. Oui. Par exemple, le fait qu'en tant qu'apprenant, je dois avoir un feedback, une rétroaction, une correction permanente. Je dois savoir où j'en suis et je dois pouvoir le visualiser. On ne peut pas priver l'apprenant, finalement, que ce soit un enfant ou un adulte, dans le cadre de la formation professionnelle avec un outil numérique. Je dois savoir où j'en suis en temps réel. Et je dois visualiser ma progression. Je dois aussi visualiser mon oubli, ce qui doit me permettre de me dire « Ah bah là, c'est le moment de réactiver, de faire une piqûre de rappel ». Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail très important à faire sur la visualisation des traces d'apprentissage. Et là aussi, j'ai déjà vu des plateformes où c'était vraiment réduit à peau de chagrin et on se dit d'accord, donc l'apprenant visualise le résultat d'un quiz, il sait qu'il a 90% et ça s'arrête là. Ouais. Voilà, donc pour moi, ça, ce sont des caractéristiques vraiment indispensables et qui vont aussi favoriser la motivation, puisque je sais où j'en suis en tant qu'apprenant, favoriser la réussite et donner envie de continuer d'utiliser un outil, parce que le problème sur les outils numériques, c'est l'attrition, l'abandon. Oui. On le voit par exemple avec les MOOC. On a un taux d'inscription incroyable au tout début, puis au fur et à mesure des semaines, on n'a plus personne. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une manière de présenter l'information et le contenu et les activités pédagogiques qui vont favoriser le maintien. Sur on cette peut faire plateforme. Finalement le parallèle entre le numérique et l'éducation, finalement dans l'éducation classique. Bien sûr. Où on est au début passionné, puis petit à petit on se lasse parce que finalement le programme ou la façon dont on reçoit les choses n'est pas motivante, on ne sait pas le but, on ne sait pas la finalité de ce qu'on est en train de faire sur l'outil numérique en fait. En fait, on ne va pas réinventer les ingrédients de l'apprentissage parce qu'on fait du numérique. Oui. Et effectivement, dans un apprentissage sans numérique, c'est tout aussi indispensable. Mais pour moi, ça ne sert à rien de mettre des enfants face à un écran si on ne réunit pas tous ces prérequis. Et je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de réfléchir à si on coche bien ces prérequis. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Alice. On pourrait continuer à parler très longtemps. On parlera en dehors. Jean-Luc, vous occupez plusieurs postes de principal et proviseur avant d'animer vous avez occupé plusieurs postes de principal et de proviseur avant d'animer la formation des personnels de direction à l'Institut des hautes études en éducation et en formation. Donc, vous êtes devenu spécialiste des neurosciences cognitives de l'apprentissage et vous pilotez une large équipe dont la mission est de sensibiliser, former et expérimenter en lien avec la recherche. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont les neurosciences cognitives dans la classe. Vous avez aussi fondé l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives à l'initiative des Cogniclasses. Même question que pour nos autres invités, mais qu'est-ce qu'une Cogniclasse ? Alors tout d'abord, merci également de l'invitation. Définir une Cogniclasse, c'est finalement réfléchir un peu à tout ce que mes collègues Pascal et Alice ont dit et pour lesquels je suis en totale harmonie. Je dois le dire. Le fond, vraiment, est la même préoccupation, développer l'enfant dans sa globalité et non pas simplement en termes de performance scolaire, comme on l'entend traditionnellement, parce qu'en fait, tout est lié et tout est important et tout n'a pas été peut-être pris en compte dans le système scolaire à sa mesure.
Alors, notre positionnement, en revanche, est un peu différent parce que si nous sommes dans une forme de pédagogie alternative, en fait, nous sommes à l'intérieur du système. C'est-à-dire un système qui est plein de contraintes, qui est épouvantable de contraintes, en termes de programmes, d'objectifs, d'organisation de l'espace, de l'organisation du temps, du choix des enseignants, des valeurs sur lesquelles ces enseignants s'appuient, etc., etc. Donc c'est un défi qui est immense. Donc c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que, alors je représente une équipe importante, c'est vrai, vous l'avez dit, merci, dans laquelle il y a des enseignants formateurs, des enseignants expérimentateurs, pas mal de chercheurs, une équipe de jeunes chercheurs, dont Alice, etc., et bien d'autres, et qui nous sont très précieux, parce que nous ne sommes pas des universitaires, nous-mêmes, hyper spécialistes de la cognition d'apprentissage. Mais par contre, nous nous appuyons avec force sur ce qu'ils nous disent. C'est pour ça que nous sommes très liés, par exemple, au laboratoire de psychologie, de développement et de l'éducation de l'enfant de la Sorbonne, ou à la main à la pâte, ou au département de l'INSERM de Jean-Philippe Lachaud sur l'attention, etc. Donc nous ne savons pas travailler sans leur appui, sans la validation. Voilà. Donc ça, c'est une chose importante. Donc dans notre équipe, il y a également des cadres et il y a également des gens qui sont hors éducation nationale et on forme un puzzle de compétences et tous ensemble, nous essayons d'avancer donc vers nos objectifs. Alors nos objectifs, en fait, c'est de partir de ce qui fait le quotidien de la classe, enfin le quotidien de l'apprentissage pour l'enfant. En gros, nos directions d'action, c'est tout ce qui concerne la mémoire, la mémorisation, la compréhension, qui est quand même un objectif majeur de la formation de l'individu. Comprendre le monde, se comprendre, etc. Mais qu'est-ce que comprendre ? Ensuite, il y a l'attention, dont il est bien connu que c'est le levier majeur du développement de l'individu et de sa réussite dans la vie, mais pas que la réussite scolaire ou universitaire, c'est-à-dire l'équilibre personnel, la relation aux autres, la communication, etc., etc. Ensuite, il y a l'implication. Donc ça, c'est très important et je me retrouve complètement dans l'esprit dans lequel travaille Pascal parce que l'enfant doit être partie prenante, mais ce n'est pas simplement idéologique, c'est parce que la nature est telle que le cerveau doit répondre à des questionnements et se pose des questions tout le temps. C'est la fameuse théorie du cerveau prédictif, n'est-ce pas, avec les hypothèses bayésiennes, etc. Et donc ça, c'est une dimension importante. Et puis, il y a quelque chose qui a été évoqué par mes deux collègues, qui est quand même la métacognition. C'est-à-dire le positionnement de l'enfant dans son parcours, autonomiser l'enfant, quel qu'il soit, quel que soit son niveau. Et ça, c'est vraiment une compétence qu'il a à acquérir et qui lui servira toute sa vie. Mais est-ce que ma représentation est positive pour pouvoir aborder un apprentissage ? Est-ce que je suis fait pour ce qu'on va me proposer ? Quelle est la fenêtre dans laquelle je suis optimum pour cet apprentissage ? Est-ce que mes stratégies sont bonnes ? Est-ce que je vais disposer d'une sorte de sécurité, d'accompagnement de la part de l'adulte qui va m'aider dans le développement de cette compétence métacognitive, si je puis dire. Donc cet aspect-là, dans lequel il y a effectivement la motivation et vraiment, j'adhère totalement à ce qu'ont dit Pascal et Alice. Donc ça, c'est une dimension qui est en train de se développer et on travaille de très proche avec le conseil scientifique donc du ministre, hein, etc., sur ce thème-là. Donc on connaît un peu. Et puis la dernière, qui ne figure pas dans les référentiels officiels, mais qui nous semble tout à fait importante et qui sont un apport direct de ce que l'on sait maintenant du fonctionnement de la cognition, ce sont les fonctions exécutives. Nous avons un cerveau pour penser et pour agir, et on commence vraiment à savoir mais on en sait déjà beaucoup, comment ce cerveau fonctionne. On a une mémoire de travail pour traiter l'information, pour faire des relations avec les différentes zones du cerveau, voilà, qui servent à penser et agir. Eh bien, cette mémoire, elle a des limites, elle a des possibilités fascinantes, mais elle a des limites. Donc tout ça, il faut le savoir. Donc il y a un certain nombre de fonctions exécutives, comme la mémoire de travail, la flexibilité mentale, et on ne s'empêchera pas de faire le lien avec cette marée d'informations dans laquelle baignent les adultes, mais beaucoup les enfants, les ados, etc. Comment faire pour contrôler la pensée avec les
les mécanismes inhibitoires, etc. Et puis ensuite, en toile de fond, mais tout ça est très intriqué. Il y a donc la planification, le raisonnement, enfin la résolution de toutes les situations, etc. Donc nos directions d'action, c'est celle-là. Et je souligne que nous ne sommes pas du tout experts sur tous les troubles. C'est-à-dire les 10, les troubles de l'attention, les troubles de l'autisme, etc. On sait un peu, bien entendu, mais nous ne nous donnons pas, nous n'abordons pas ces sujets-là classiquement. Alors, l'Econiclass, puisque c'est notre label, c'est comme ça qu'on est un petit peu connu, alors dire quand même que notre organisation a déjà 10 ans d'âge. D'accord. Et voilà, donc ça a démarré lorsque j'étais à l'école des cadres du ministère, parce que j'ai connu quelques grands experts de la psycho-cognitive et de l'apprentissage. Et donc j'ai commencé par apprendre, bien entendu. Et ensuite, tout ça s'est développé progressivement. Et l'esprit dans lequel nous travaillons, et qui rejoint vraiment ce qui a été dit précédemment, c'est l'esprit scientifique. On ne parle pas de science de l'éducation, ou de sciences cognitives, ou de sciences de l'apprentissage, comme l'a dit Alice tout à l'heure, innocemment. Je veux dire, c'est une science. C'est-à-dire qu'on passe progressivement de l'art de l'éducation à plus une science de l'éducation. C'est-à-dire que ça s'appuie sur un esprit scientifique qu'on essaye de diffuser au sein de la collectivité enseignante, avec également les responsables d'établissement, tous les personnels qui accompagnent les enfants. Alors, en gros, si vous voulez, c'est d'abord savoir. Donc nous diffusons un maximum de connaissances accessibles, bien entendu, sur mais comment ça marche le cerveau de l'enfant qui apprend. Mais c'est quoi la mémoire? C'est quoi l'oubli, etc. Mais l'attention pour un enfant, c'est quoi l'attention? C'est quoi la concentration, la différence entre les deux, etc., etc. Donc on fait beaucoup de sensibilisation par des formations, aussi bien dans les académies qu'en numérique, que par les voies des plateformes magistères et compagnie, etc. Donc on fait tout cela. Et puis ensuite, on essaie de développer dans les classes des projets qui s'inspirent, qui sont éclairés par les connaissances sur les sciences de l'apprentissage. Voilà. Donc, alors, il n'y a pas de format, c'est pas un modèle qu'on réplique ici ou là, non. C'est plutôt un esprit. L'enseignant dit ou prend conscience que, par exemple, la mémoire, ça fonctionne comme ci, comme ça, et jusqu'à présent, on se trompait beaucoup sur le mécanisme de la mémoire, et ça faisait beaucoup de dégâts. Voilà. L'attention, est-ce qu'on la développe? Quand vous lisez les référentiels officiels, il n'y a pas vraiment le développement de l'attention. Or, c'est majeur, etc. Alors, donc, un enseignant, par exemple, en premier degré, avec sa classe, ou plusieurs enseignants du premier degré avec plusieurs classes, ou plusieurs enseignants d'une équipe pédagogique en collège ou en lycée, disent « c'est intéressant, ce point-là est intéressant ». Donc, alors nous, on propose une cinquantaine de modalités, peu ou prou, si vous voulez, qui sont... Et ils rentrent dans ce processus de connaissance, de curiosité et d'expérimentation. Le travail en équipe, c'est fondamental. Ils n'avancent pas seuls. On essaye de les suivre, mais c'est compliqué parce qu'on a entre 3 et 4 000 Coniclass. Donc, ça représente, si vous faites la multiplication, peut-être 50 000 élèves, je ne sais pas. En tout cas, nous, on n'a pas les moyens de suivre, mais on a des relais sur place, etc. Et l'idée, c'est d'avancer ensemble. Voilà. Et je termine par rapport à votre question, et pardon d'être un peu long, mais ce qui est quand même positif et assez frappant, c'est que quel que soit le fil que l'on essaye de tirer, l'attention, la mémoire, etc., finalement, on va tirer les autres. Donc c'est un peu un système, c'est un peu comme le cerveau, n'est-ce pas? Les zones sont toutes interconnectées, sont synchronisées, etc. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que de mois en mois, d'année en année, on s'aperçoit que les enseignants ont envie d'aller voir un peu plus loin, etc., etc. Et ce qui nous réconforte énormément, c'est que, pour des raisons personnelles, il y a très peu d'enseignants qui abandonnent. D'accord. C'est un espace de curiosité qui est assez fascinant pour eux. Voilà. Alors ensuite, il y a la réalité, principe de réalité. Après, il y a les contraintes, etc. Mais on pourra en parler parce que c'est une préoccupation importante pour nous. Et est-ce que les enseignants qui sont avec vous et qui suivent les formations ont vu des progrès chez les élèves?
Alors, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Oui. mais on ne peut pas y répondre par oui, par non, ou par... voilà, c'est très compliqué. Parce que ça dépend beaucoup de la personnalité, de la culture, en quelque sorte, de l'enseignant, de son implication, de l'état d'avancement de ses pédagogies. On ne transforme pas... C'est pas une révolution, ce qu'on propose. D'ailleurs, une révolution dans le système avec 12 millions d'élèves, c'est pas possible, c'est pas jouable. Donc, c'est du petit à petit, c'est du pas à pas. Et il va se passer quelque chose au niveau d'une classe, par rapport à une forme nouvelle de pédagogie. Si on passe, par exemple, d'une forme transmissive à une forme d'apprentissage par groupe, plus ou moins homogène, hétérogène, qu'est-ce qu'on va leur demander, comment on va s'y prendre, on va peut-être développer aussi des compétences un peu collaboratives, psychosociales, etc. Si vous voulez, selon la configuration, on peut... Alors, on fait quelques recherches-actions. Parce que un thème majeur transversal de notre entretien ce matin, c'est quand même la place de la recherche. Et ça a été bien dit par Pascal et encore plus par Alice, qui est une sorte de professionnelle de la recherche. Et donc, on essaye d'inscrire dans la mission de l'enseignant l'idée que c'est eux aussi qui font avancer les choses. C'est-à-dire, on leur propose, mais c'est cadré, hein, on leur propose des petites recherches-actions. Par exemple, on en a fait une, je ne sais pas si tu la connais, Alice, sur on prend 1500 élèves dans 60 classes de France sur les mérites de la reprise à des rythmes de plus en plus larges, etc. Et donc, on a fait des expérimentations synchronisées, etc. On peut dire que les résultats qui nous ont été fournis, alors, il n'y a pas la méthodologie rationnelle, exigeante d'un laboratoire, mais quand même, et ça a montré aux enseignants que c'est aussi intéressant d'être impliqués de cette façon-là. Ils ne sont plus des passeurs, ils sont aussi des acteurs de l'avancée de la pédagogie. Et alors là, ils ont été très frappés parce que sur cette expérimentation, par exemple, avec cette technique de mémorisation, tous élèves confondus, et on avait une répartition quartier favorisé, moins, etc., RP+, et tout ça. Et l'amélioration de l'apprentissage sur des notions essentielles, elle était de plus 50% pour tous, mais, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que pour les élèves en difficulté, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas envie, etc., si on organise ces techniques mémorielles en classe, on est monté jusqu'à 200% pour une catégorie d'élèves défavorisés. Donc ça montre aussi, et ça c'est un de nos grands objectifs, c'est-à-dire diminuer quand même la fracture scolaire. La fracture scolaire, oui. Et c'est ça la difficulté dans notre système. Mais c'est aussi cette immense ambition qui nous fascine, mais qui est compliquée et qui peut parfois être un peu décourageante. Alors, vous évoquez souvent des neuromythes ou de fausses croyances sur le fonctionnement du cerveau qui sont bloquants pour l'apprentissage et la remise en question de pratiques pédagogiques. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces fausses croyances? Il y en a trop. Quelques-unes. Aborder les neuromythes, je dirais, c'est une clé d'entrée. Pour nous, ce n'est pas le plus important, c'est une clé d'entrée. Et ce que moi j'observe, puisque je parcours beaucoup la France et ailleurs, et à la rencontre des enseignants et des classes, etc., je m'aperçois qu'il y a eu une énorme mise en culture de cette affaire, et il y a peu d'enseignants qui maintenant sont en proie aux neuromythes. Peu. Alors il y a encore des neuromythes persistants, n'est-ce pas, les styles d'apprentissage ou... si je puis dire, les intelligences multiples, ou le fait de j'apprends, je sais, non, j'apprends, j'oublie, enfin, tout un tas de neuromythes comme ça. C'est pas tellement notre préoccupation majeure. Oui, on y passe, c'est un passage obligé. Oui. Ce qui nous intéresse beaucoup actuellement, ce sont plutôt les biais cognitifs. Parce qu'on est dans une société qui exacerbe un peu ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire les pièges de la pensée. Alors, il y en a qui sont très connus. Alors là, c'est pareil, il y en a des dizaines. Oui, mais on va en citer quelques-uns quand même. Bon, un biais cognitif classique, c'est le biais de confirmation, qui consiste à adhérer plutôt à ce dont on est déjà convaincu.
Bon, mais ça veut dire aussi qu'on se ferme par rapport à des idées nouvelles, etc. Bon, c'est de la contre-curiosité en quelque sorte. Il y a le fameux biais de Dunning-Kruger dont on parle de plus en plus, qui consiste à dire que moins on sait dans un domaine, plus on a tendance à croire qu'on sait. C'est très fréquent. On le voit beaucoup en politique, j'allais dire, oui. Dans les médias en ce moment. Oui. Mais les enfants peuvent être aussi le siège de cela. Donc il faut les rendre vigilants à cela. Et puis c'est un. Alors, cela dit, il est juste de dire que plus on étudie un domaine, plus nos idées s'ajustent. Mm-hmm. Mais il apparaît, si vous voulez, dans l'étude, cette notion de doute. Qui est très scientifique, c'est-à-dire on avance, mais on doute, la certitude, c'est pas trop notre affaire. Il y a d'autres biais connus qui sont par exemple le biais de l'illusion de maîtrise du savoir, c'est-à-dire quand vous reconnaissez un texte, une image, etc., vous avez l'impression de bien le posséder. Alors ça, chez les enfants, c'est un peu dangereux. Parce que quand ils relisent leur cours, ils ont l'impression de le connaître, parce que c'est familier. Alors qu'en réalité, si vous les interrogez, au fond du fond, ils s'aperçoivent que finalement, c'est pas aussi évident que cela de maîtriser. C'est le cas très classique lorsque vous relisez un article, etc. Vous dites « Ah oui, je l'ai déjà lu, etc. » Mais si on vous avait posé la question, l'exercice aurait été un petit peu plus compliqué. Il y a un autre biais qu'on a bien vu pendant la crise sanitaire, c'est le biais d'autorité. C'est-à-dire, lorsqu'on a une blouse blanche, des lunettes et puis des cheveux comme ça, on a l'air d'un savant. Et donc, alors le biais d'autorité, ça peut être dangereux. Ouais. Parce que là, je vous parle de façon assurée, mais qui vous dit que je suis crédible, n'est-ce pas? Nous avons fait nos recherches, voilà. Bon, alors des biais comme ça. Nous avons mené une enquête. Bon, par exemple, le biais de non-analyse. C'est dramatique pour les enfants qui sont enfermés dans leur Facebook, dans les réseaux, où on ne fait que confirmer, etc. Donc, l'idée, c'est de leur apprendre ce que tu as appelé tout à l'heure à Nice, l'esprit critique, l'esprit scientifique, etc. Donc, alors là, les biais, nous, on essaye vraiment d'y travailler. Alors, dernière question avant de passer à la suite. Donc là, vous avez parlé de neurosciences et l'éducation nationale là-dedans. Comment lever une vraie dynamique commune au sein de l'éducation nationale pour que les neurosciences soient reconnues et appliquées par tous les enseignants? Alors écoutez, si je trouvais quelqu'un qui a la réponse, je serais très prêt à le rencontrer. Pascal, si vous souhaitez aussi répondre. C'est-à-dire que l'éducation nationale, c'est quand même 900 000 enseignants, c'est 12 millions d'élèves, c'est une organisation jacobine, avec finalement une liberté pédagogique qui est dans les textes, mais pas tant que ça quand même. Donc nous jouissons, en tout cas notre organisation, d'une réputation extrêmement positive. Je rencontre régulièrement le ministre, ses conseillers, les recteurs, etc. Ils sont tous positifs sur notre démarche, mais c'est tellement compliqué. Nous faisons un travail de fourmi avec une évolution qui semble se diffuser lentement, si vous voulez. C'est un petit peu le contraste avec une initiative comme celle de Pascal, qui a un laboratoire dans lequel tu peux voir les effets, analyser les effets. Chez nous, dans le système, c'est beaucoup plus compliqué. Il suffit qu'un enseignant soit muté, que la direction d'établissement change, que les priorités, etc., pour que... Alors peut-être pas tout, parce qu'il reste toujours des traces, mais tout ça est très compliqué. Alors, nous bénéficions d'une sorte de partenariat avec de nombreux rectorats, des responsables, ce qu'on appelle de l'innovation, etc. Donc on a l'impression d'avancer, mais c'est un travail qui va prendre, je ne sais pas, des générations. Et puis il n'y a pas de finitude. On avance. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais ce que je voulais dire, et ça, on terminera parce que le temps passe, ce qui nous inquiète de plus en plus, c'est qu'un enseignant qui installe des modalités pédagogiques nouvelles, en particulier dans le secondaire, collège-lycée, peut vite se situer peut vite être en difficulté, j'allais presque dire psychologique, parce qu'il n'est pas seul dans l'équipe.
Les collègues n'ont pas forcément un regard très sympathique sur ces affaires-là. C'est compliqué, surtout s'il n'a pas trop l'appui de la direction. Et moi, j'ai été très troublé ces dernières semaines. Alors, c'est un faisceau de raisons, n'est-ce pas? Mais de collègues qui m'ont écrit en me disant je pilotais une Koniclass depuis 2-3 ans, j'y arrive avec mes élèves, mais c'est très compliqué au sein d'un système, etc. Et je suis en dépression et j'abandonne. Ah, c'est grave. J'abandonne, je quitte le métier. Et ça nous perturbe beaucoup. Ça nous perturbe. Ouais. Comment faire pour arriver à diffuser? Alors, donc ça passe par de la sensibilisation. Tu parlais tout à l'heure de preuves. Il faut que la preuve soit visible. On ne convainc pas par la parole. On convainc par des élèves qui se sentent mieux. Etc. Et ça, c'est tout à fait important. Mais c'est une dimension, l'innovation dans un système extrêmement bloc, c'est quand même quelque chose de compliqué. C'était un peu ma dernière question à tous mes invités. C'était justement comment aider les enseignants à continuer à réinventer l'école. Pour compléter ce que dit Jean-Luc, c'est vrai que je pense qu'au cours des 5-10 dernières années, il y a eu énormément d'évolutions dans l'éducation nationale et pas forcément uniquement autour des sciences cognitives, mais aussi d'autres approches, d'autres manières d'innover. Et je pense qu'on a vraiment besoin de s'appuyer sur les acteurs de terrain parce que c'est eux qui sont dans les classes, c'est eux qui savent aussi dans quelle direction ils ont envie d'aller et ce qui va fonctionner quand même le mieux avec leurs élèves. On peut s'appuyer aussi sur les CARDI, donc les cellules, dans chaque rectorat, il y a une cellule académique de recherche et de développement en innovation et expérimentation. C'est un long acronyme, avec des personnes qui sont en général des professionnels de l'éducation, qui ont eux-mêmes eu de l'expérience en classe et qui accompagnent les enseignants, et y compris dans le secondaire. Et là, je confirme ce que dit Jean-Luc aussi au niveau des CARDI. Elles voient leur crédit diminuer et donc leurs moyens diminuer pour accompagner les enseignants, et le syndrome de la salle des profs dans lesquels certains enseignants se trouvent ostracisés pour avoir essayé d'innover, est effectivement quelque chose de très douloureux. Donc je pense que la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer un mouvement qui existait déjà, et qu'il est donc très très urgent que les pouvoirs publics continuent à soutenir les enseignants et à travers l'institution justement. Merci Pascal. Alice, quel est votre... un dernier mot justement sur comment réinventer l'école et accompagner les enseignants? Alors, je pense qu'il y a un premier levier qui est la formation initiale et le second, la formation continue. Parce que on a de plus en plus de jeunes chercheurs à profil sciences cognitives qui deviennent maîtres de conférences dans des INSPE, par exemple, donc qui sont les centres de formation pour futurs enseignants, qui vont apporter cette dimension effectivement sur le fonctionnement du cerveau. Ça transforme de fait la formation initiale des futurs enseignants. Donc cette nouvelle génération d'enseignants vont être beaucoup plus acculturés, beaucoup plus conscients des leviers qu'ils peuvent trouver dans la recherche, mais aussi sur la méthodologie, la manière d'expérimenter en classe eux-mêmes et de s'emparer d'outils pour innover. Et concernant la formation continue, je pense que c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut avoir d'un côté des résistances et une réticence de la part des enseignants que je comprends tout à fait parce qu'on va avoir, oui, mais il faut bien faire un arbitrage entre le programme et on aimerait bien faire de l'innovation, mais nous, on doit faire en sorte qu'à la fin de l'année, le programme soit bouclé. Et du coup, c'est vraiment dommage parce que c'est pas un manque de volonté, mais c'est plutôt un manque de marge de liberté. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et puis, on va avoir une hétérogénéité importante d'un établissement à l'autre, selon le chef d'établissement, selon la fédération des enseignants. Par exemple, j'ai des amis enseignants qui vont tester la classe inversée, la classe renversée de leur plein gré, mais ils font ça de manière collective, ce qui fait que ça donne du sens. Et à l'échelle de l'établissement, ça va donner lieu à des nouvelles manières d'envisager le programme. Voilà. Mais un enseignant qui est tout seul dans son coin à vouloir le faire, qui n'a pas les outils, qui n'a pas les ressources, qui n'a pas les interlocuteurs, malheureusement, il ne va pas le faire du coup.
Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur l'accompagnement, leur donner de la légitimité dans leur désir de faire de l'innovation, ça c'est très important. Merci beaucoup Alice. Merci à tous les trois de votre participation. Et vraiment, c'est passionnant. On a vraiment envie de continuer les échanges et le débat. Maintenant, je me tourne vers Chase. Bonjour Chase. Bonjour. Donc, vous êtes en charge de la communication donc, à l'école au lycée et vous avez dans notre émission l'habitude de répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les parents sur ces écoles alternatives. Et alors, j'ai l'impression que dans les écoles alternatives, l'adulte est très à l'écoute. Quelle est la place des émotions? Puisqu'on a parlé des émotions tout à l'heure, quelle est la place des émotions à l'école? Grâce aux neurosciences, nous savons aujourd'hui qu'on ne peut pas séparer la pensée, le corps et les affects. Il n'existe pas de barrière entre ces trois secteurs qui interagissent en permanence. Les recherches nous disent que le cerveau de l'enfant est beaucoup plus fragile et vulnérable que l'on imaginait. Jusqu'à 5-6 ans, l'enfant n'a pas encore la capacité cérébrale de gérer ses émotions et ses impulsions. Son cerveau supérieur, qui lui permet de se calmer, de prendre du recul et de prendre les bonnes décisions, est encore immature. Ces découvertes viennent renforcer les pratiques déjà en œuvre dans les écoles alternatives. Les pédagogues Freinet, Montessori et Bernard-Collot ont compris que l'apprentissage augmente en présence d'émotions positives. Résultat, l'enseignant porte un regard positif sur l'enfant, l'encourage à exprimer ses émotions, ses souhaits et l'écoute avec empathie. Donc ça veut dire que l'empathie est au cœur de la pédagogie? Oui, en effet. La pédiatre Catherine Guéguen constate que la relation que l'enfant entretient avec l'enfant impacte de façon profonde son cerveau et donc sa façon d'être et d'apprendre. Il faut savoir que le cerveau de l'enfant et de l'adolescent est particulièrement sensible au stress. Les paroles blessantes, les punitions, la compétition, les notes, les menaces et les mises à l'écart fragilisent la mémoire et l'apprentissage. Les chercheurs montrent que le cerveau est un organe social qui a besoin de relations de qualité pour s'épanouir. Développer une relation empathique et encourager un enfant stimule ses circuits neuronaux et améliore son apprentissage. Féliciter un enfant pour ses efforts et le soutenir accroît le taux de dopamine, la molécule du plaisir de vivre et de la motivation. La communication non violente, créée par le psychologue américain Marshall Rosenberg, suscite un véritable engouement en France depuis 20 ans. Cette façon de communiquer vise à apporter de la clarté dans ce que nous vivons, voulons et disons, et à nous permettre d'écouter l'autre avec une plus grande conscience, avec une qualité de présence et de cœur. Alors, quels sont les bénéfices de la communication non violente? Nombreux pédagogues de l'éducation alternative savent depuis plus d'un siècle que l'enfant a besoin d'évoluer dans un environnement apaisé et stimulant, où il peut construire sa personnalité, réfléchir à ce qu'il est et à ses relations avec les autres. Les recherches en neurosciences affectives et sociales confirment toutes les intuitions de Marshall Rosenberg. La communication non violente nous dit qu'une relation empathique et bienveillante avec l'enfant est la condition fondamentale pour permettre au cerveau affectif et à l'intellectuel d'évoluer de manière optimale. La pratique de la communication non violente dans les écoles alternatives pacifie les relations et favorise la coopération dans la classe. Les enseignants ne mettent pas les enfants en compétition, ne les comparent pas. Une ambiance de respect et d'écoute active permet de véritables échanges entre enseignants et enfants. Les enfants heureux sont motivés, curieux et confiants dans leurs capacités. Ils ont envie d'apprendre, de comprendre, d'entreprendre et deviennent créatifs. Merci Chase, merci pour toutes ces précisions. Merci encore à mes trois invités. Je vais peut-être vous demander rapidement de me faire part peut-être de votre actualité ou d'un ouvrage que vous êtes en train de préparer ou de sortir. Pascal ? Alors dans les actualités, moi je travaille plus sur des articles que sur des ouvrages. Il y a un article qui est sorti hier dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire d'une étude qui a été menée sur le vécu des élèves pendant le confinement, qui a été menée avec Santé publique France, auquel le Lab School Network a pu participer. Et sinon, des articles plus spécifiquement sur la Lab School Paris. Il y en a un qui sort ce mois-ci, dans les jours qui viennent, dans la revue Science et Bonheur. Et puis aussi un en anglais qui va sortir en juillet dans la revue de l'Association internationale des Lab Schools. Très bien, merci beaucoup Pascal. Jean-Luc ? Oui, bien, vous êtes au fait de mon actualité puisque nous allons sortir 2 ouvrages dans quelques semaines.
puisque nous faisons partie du groupe de pilotage des éditions Nathan sur tout ce qui concerne justement la pédagogie ou la présentation des ouvrages qui seraient inspirés par les sciences cognitives. Donc on en sort un sur les mécanismes mémoriels chez les petits, donc en premier degré, qui est un peu la réplique d'un ouvrage qu'on avait fait paraître l'année dernière pour un peu le même modèle, mais pour les collégiens. Et puis un ouvrage qui va sortir également en juin sur tout simplement comment monter un projet Coniclass. Alors on n'appelle pas ça Coniclass parce qu'il faut rester discret, mais l'idée c'est innover avec les sciences cognitives dans le cadre de la classe et d'un projet d'équipe un petit peu de façon déployée, ce que je vous ai un petit peu dit. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc. Alice ? Pardon, je voulais Pascal. juste ajouter une autre actualité, c'est le Lab School Network organise des petits déjeuners scientifiques tous les 3 fois par an. Et le prochain est le 9 juin, c'est en ligne et c'est ouvert à tous. Et ce sera avec Romuald Normand sur le leadership scolaire à l'échelle internationale. Donc vous êtes tous bienvenus et il suffit de s'inscrire sur le site du Lab School Network. Très bien, merci beaucoup Pascal. Et enfin Alice, est-ce que vous avez une actualité à nous partager ? Alors, la première actualité, c'est que j'ai mis entre parenthèses mon activité de recherche, mais je continue de graviter dans le monde de la recherche académique puisque maintenant, je suis chargée de formation pour les doctorants et les enseignants-chercheurs à l'Université de Paris sur la problématique de la science ouverte. Donc, autrement dit, comment on partage, diffuse, collabore, comment on partage ces données, ces publications de manière ouverte et éthique et intègre, et comment on fait des sciences participatives, notamment pour faire de la recherche-action, comme l'a évoqué Jean-Luc. Et pour moi, ça rejoint directement la question précédente sur comment fédérer des communautés qui sont hors de la recherche académique. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que je continue activement mon activité de conseil auprès de jeunes entreprises, de jeunes startups EdTech. Et j'insiste sur le fait que ce sont de jeunes startups. Elles viennent de commencer, elles se posent plein de questions, elles ont besoin d'accompagnement et elles veulent faire les choses bien sur la manière d'intégrer les sciences cognitives dans leurs outils. Là, actuellement, on a publié un article avec une startup qui s'appelle N'oublie jamais. Et qui travaille sur la problématique de l'oubli et sur comment on peut lutter contre l'oubli. Ils ont fait un bilan auprès de 300 étudiants sur leur manière d'apprendre et le but c'est à la fois de décrypter ce sondage et d'apporter des billes pour mieux apprendre. Donc ça c'est sur leur blog, voilà, vous pouvez aller sur le blog de la formation N'oublie jamais. Et je travaille également avec une entreprise qui s'appelle Edumalin et on réalise nous aussi des podcasts où on interroge des chercheurs. Alors ça tourne beaucoup autour de la motivation, la métacognition, l'apprendre à apprendre. On a notamment interrogé Jorel Proust par exemple. Et donc le but c'est d'avoir une plateforme de ressources qui va s'appeler la capsule scientifique et en tant qu'enseignant par exemple je peux aller sur cette plateforme et je peux trouver des réponses à tout un tas de questions que je me pose. Très voilà. Bien. Bravo. Merci beaucoup, Alice. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un autre podcast. En attendant, retrouvez l'intégralité de cette émission donc, sur le site www.école-olysée.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. N'hésitez pas à le partager et à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Merci beaucoup.